Dans quelques instants, donc, je serai en direct avec Roger Kuckerman, le président du CRIF, en direct et en duplex du dîner du CRIF. Mais tout d'abord, bonsoir Luc Carvounas. Vous êtes sénateur du Val-de-Marne, maire d'Alfortville. Évidemment, le sujet qui nous occupe ce soir, c'est ce fameux dîner du CRIF et ce boycott décidé par le Conseil français du culte musulman. Est-ce que ces propos de Roger Kuckerman sur ces jeunes musulmans qui commettraient toutes les violences en France vous ont choqué, ou est-ce qu'au contraire, vous dites qu'au fond, il faut nommer les choses ? Elles sont l'expression, à mon sens, ce que je qualifie d'un malaise aujourd'hui qui existe chez nos compatriotes de confession musulmane ou de confession juive, avec en plus ce qui s'est passé au mois de janvier. Cela est venu rajouter des doutes, des peurs. Moi, je le vis, comme maire d'Alfortville, j'ai été amené à aller rencontrer les Alfortvillais de confession juive comme les Alfortvillais de confession musulmane. Tous sont dans la peur, dans la crainte de la réponse que l'exécutif aurait été amené à apporter en termes de loi contre le terrorisme ou pour les renseignements généraux, tout ce qu'on va évoquer prochainement, parce qu'ils se disent, est-ce que, comme sous le temps de Sarkozy, on va nous stigmatiser, nous qui sommes de confession musulmane? Ce n'est pas le cas. Je regrette qu'il y ait cette polémique aujourd'hui. Vous savez, c'est le 30e dîner du CRIF. Ça doit être un moment important et le président de la République, le Premier ministre ont raison de rassembler nos compatriotes, quelle que soit leur confession, parce que notre République, elle est généreuse et elle doit s'ouvrir à tous. Et ce qui se passe aujourd'hui entre le CFCM et le dîner du CRIF est pour moi la caractéristique de ce malaise qui a pu s'installer depuis quelque temps, mais que nous devons combattre. Et c'est le rôle des élus locaux d'abord, les maires, mais des responsables nationaux et des parlementaires que nous sommes derrière le gouvernement. Vous savez, il s'est installé depuis trop longtemps une sorte d'accommodement avec les spectacles de Dieudonné, accommodement avec les propos de Zemmour ou son bouquin Le Suicide français qui est devenu un best-seller. Ces accommodements font qu'il se passe quelque chose que nous devons combattre, dénoncer, et c'est le rôle des politiques. Oui, mais les mots sont importants, Luc Carvounas. Les mots sont très importants. Ce soir, Daniel Boukbeker, le patron du CFCM, dit caricature inacceptable à propos des propos de Roger Kuckerman. Au fond, on a tous en tête, c'est les attentats de janvier, bien Copenhague, sûr. Toulouse, il y a plusieurs années déjà. Mais en même temps, la semaine dernière, la profanation du cimetière de Sarre-Union, ce n'était pas des musulmans. Oui, dire que tout est lié de la faute de jeunes musulmans, ce sont des propos qui me semblent un peu trop marqueurs de réalité qui ne sont pas celles-là. Ça me rappelle, vous savez, encore une fois, votre confrère Éric Zemmour qui nous racontait que dans les prisons, il n'y a que finalement des Noirs et des Arabes. C'est cela que je dénonce. Il faut que l'on soit extrêmement vigilant. Quand on est patron du CRIF, patron du CFCM, en responsabilité au gouvernement, au Parlement ou dans nos villes, nous devons être les centres de l'Union. Et c'est pour ça que moi je regrette cette polémique aujourd'hui, et notamment à quelques heures d'un dîner comme celui de ce soir, où le président de la République vient faire un grand discours en posant les piliers de la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie aussi, contre tous les racismes et toute la xénophobie. Donc je regrette, et ça me donne encore plus envie, comme élu, comme parlementaire, de faire ce que j'essaye modestement d'être et de mener. C'est le combat de notre République. Nous devons être alertes et aux côtés de tous nos compatriotes, parce qu'on parle de communauté musulmane, communauté juive. Non, ce sont nos compatriotes français. Il y a un autre aspect des propos de Roger Kuckerman qui a fait polémique aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit à propos de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas invitée ce soir à ce dîner. Ouf. Et en même temps, il a semblé faire une sorte de distinguo en disant qu'elle était irréprochable, mais qu'en revanche, son parti, le Front National, lui, était infréquentable. Moi, ce distinguo. Sincèrement, j'ai pas écouté cette interview, j'ai vu une dépêche, mais j'ai surtout vu que l'expression était irréprochable juridiquement. Je pense qu'il voulait dire qu'elle n'avait pas eu des déclarations comme son père, mais si elle ne les a jamais condamnées. Mais là aussi, il faut faire extrêmement attention, parce que Marine Le Pen se nourrit aussi de ces confusions. Et je crois que nous devons faire en sorte de ne pas la laisser progresser. Et quand nous opposons les uns aux autres, nous laissons des champs à ceux qui veulent justement combattre les valeurs qui sont les nôtres dans la République. Un dernier point, un de vos amis politiques, Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, oui, a dit que le président de la République n'aurait pas dû se rendre à ce dîner, qu'au fond c'est un rendez-vous communautariste et qu'il n'aurait pas dû y aller.
C'est assez surprenant qu'Alexis Bachelet soit maintenant le chef de cabinet du président de la République et qu'il commande son agenda. Mais votre avis à vous, c'est la place du président de la République, du Premier ministre? C'est la place du président de la République et il y était déjà l'année dernière. Oui, c'est la place du chef de l'État de rassembler les Français de confession juive, comme c'est la place du Premier ministre d'aller voir les Français de confession musulmane. C'est notre rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un parlementaire socialiste, membre de cette majorité présidentielle, qui maintenant s'exprime publiquement pour dire ce que le président de la République doit faire ou ne pas faire. Ah bah, vous me servez une transition sur un plateau, si j'ose dire, parce qu'il se trouve que nous sommes à la veille d'un bureau national du Parti Socialiste qui s'annonce houleux après la semaine politique que nous venons de vivre. 49.3, motion de censure pour faire passer la loi Macron à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut d'abord, les sanctionner, ces frondeurs? Est-ce qu'il faut les caporaliser d'une certaine manière? Déjà, demain, c'est pas l'arrêt de Lyon, hein. C'est un bureau national, et pour celles et ceux qui nous écoutent, le bureau national, c'est l'instance, c'est le lieu politique où nous devons débattre. Parfois, certains de mes collègues que vous appelez les frondeurs préfèrent débattre à l'extérieur du bureau qu'à l'intérieur. Mais vous savez que ce bureau national s'annonce houleux, qu'il va se dire des choses sans doute désagréables. Je l'espère, moi le premier. Je sais que Jean-Christophe Cambadélis, ça fait déjà 8 jours avant même l'utilisation du 49.3. Qu'est-ce qu'il doit leur dire, Jean-Christophe Cambadélis? Il doit leur rappeler que leur légitimité, je sais qu'au nom de l'orgueil des uns et des autres, ça peut faire mal à entendre, mais sous la Ve République, depuis le quinquennat, l'inversion du calendrier, les députés socialistes ont été élus grâce à la légitimité du président de la République. Je sais que ça va leur faire mal aux oreilles, mais c'est la réalité. Et ce qu'ils ont fait en voulant annoncer qu'ils voteraient contre la loi pour la croissance et pour l'activité, déjà, demain ils me diront contre quoi ils votaient. Contre des permis de conduire moins chers, l'encadrement des coûts pour les huissiers ou pour les notaires. Contre quoi? J'aimerais qu'ils m'expliquent. Contre le dumping social pour les chauffeurs routiers. Bon, ce qu'ils ont fait n'a pas de sens. Parce que dans le tracé d'une loi, nous étions en première lecture. Eux qui voulaient plus de débats, pourquoi ne se sont-ils pas abstenus? C'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire justement? Est-ce que c'était un signe envoyé pour critiquer le Premier ministre? Et pourquoi pas en changer? Certains le souhaitent. Est-ce que c'est un signe envoyé au chef de l'État? Non, mais les 40 députés ou la quarantaine de députés socialistes qui tirent leur légitimité du président de la République en voulant additionner leur voix à la droite, ils ne tournent pas le dos au chef du gouvernement qui applique la politique du président. Ils tournent le dos au président de la République. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut leur dire demain soir? Est-ce qu'on leur dit c'est la fin de la récréation, maintenant tout le monde en rang et c'est fini? Je ne veux pas affaiblir ma famille politique. Je ne veux pas laisser à celles et ceux au parti de gauche, au parti communiste qui imaginent qu'il y aurait une scission dans ma famille politique. Je ne souhaite pas en responsabilité, parce que nous dirigeons ce pays, que nous nous affaiblissions. Je sais que l'autorité naturelle, la fermeté naturelle de Cambadélis demain soir fera que nous aurons cette discussion franche. Mais il faut qu'ils nous disent, parce que ce sont eux qui l'ont exprimé comme cela, s'ils veulent continuer avec nous d'être dans le collectif. Moi, j'ai envie de ça, mais ils ne peuvent pas continuer, eux qui sont la minorité, de faire sauter à la corde la majorité de ce pays. Nous dirigeons ce pays, Laurent Neumann. Il faut qu'ils se comportent en responsable politique. Bruno Leroux, le chef de file des députés socialistes, a dit qu'au fond, on n'était pas obligé d'adhérer à un parti politique et encore moins à un groupe à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne se plient pas à ces nouvelles consignes, sont appelés à quitter le groupe? Voire le parti? Ceux qui aujourd'hui voulaient voter contre et qui nous diraient demain qu'ils veulent continuer à voter contre ne sont plus dans la majorité présidentielle et gouvernementale. Ce n'est pas ce que j'imagine. Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé malheureusement, alors que nous nous battons pour redresser ce pays, a été géré par quelques-uns, un peu des enfants gâtés de la politique française, qui ont confondu le calendrier du Congrès et l'élan économique et la relance du pays. Je le regrette, c'est pas au niveau. Si, la question, c'est ce qu'ils ont fait là n'est pas au niveau. Et je vais vous dire autre chose. C'est Benoît Hamon, si je me souviens bien, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui a créé avec Arnaud Montebourg une crise politique pour provoquer un valse 2. Un mois avant quand? Les élections sénatoriales. Je suis sénateur, j'ai vu basculer le Sénat. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui recommencent le même scénario à un mois des élections départementales. Mais j'en appelle à la raison mes collègues. Ils sont hors sol, ils sont dans la réalité des territoires publics. Moi, je suis sénateur du Val-de-Marne, un département qui peut basculer à droite. Vous croyez que le spectacle qu'ils offrent à nos concitoyens va m'aider, alors que je suis tous les jours sur le terrain pour lutter contre l'abstentionnisme, à les faire aller voter? Il faut qu'ils se comportent en responsables de ce parti. Et demain, la discussion que l'on aura avec eux, c'est mon souhait. C'est pas de jeter des anathèmes aux uns aux autres ou des exclusions à la va-vite. C'est qu'ils nous disent sincèrement s'ils veulent jouer collectif.
Alors, en tous les cas, autour de Jean-Christophe Cambadélis, moi je me bats pour ça. Il y a une autre question quand même qui se pose, c'est qu'à l'issue de cette folle semaine politique, encore une fois, certains s'interrogent sur la capacité du Premier ministre Manuel Valls à pouvoir encore réformer. Il reste 2 ans, et puis il y a des gros sujets à venir. On pense aux réformes sociales, les seuils sociaux, la réforme de l'indemnité chômage. Est-ce que Manuel Valls, concrètement, avec des Verts qui sont sortis du gouvernement, avec des communistes et un front de gauche qui tapent à bras raccourcis sur le gouvernement tous les jours, et maintenant une quarantaine de frondeurs, dont certains s'apprêtent à voter contre, est-ce que ce gouvernement, ce Premier ministre sont encore en capacité de réformer ? Si la question c'est est-ce que nos partenaires ont perdu l'idée de ce qu'était l'union de la gauche depuis quelque temps, je vous réponds oui, à la fois pour le Parti communiste qui divise la gauche dans mon département, alors que c'est eux qui le dirigent. Dans le Val-de-Marne, c'est le PC qui divise la gauche, fort de café quand même. Les écologistes, un jour c'est oui, un jour c'est non, ils ont une grille de lecture un peu compliquée. Pour autant, en responsabilité, je suis secrétaire national en relations extérieures, on participe à rassembler toute la gauche, parce que c'est notre job. Et puis, non, le Premier ministre n'est pas affaibli. C'est plutôt les collègues députés socialistes qui doivent nous dire s'ils ont envie de faire réussir le quinquennat de François Hollande. La vraie question, elle est là. Il ne faut pas inverser les rôles dans la vie politique. Aujourd'hui, ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est ceux qui veulent additionner leur voix avec la droite. Et à ceux-là, je leur dis, mes camarades, vous êtes en train de donner le dos aux Françaises et aux Français parce que l'opinion publique est très largement favorable à la loi Macron et aux réformes qui sont mises en place par le président. Vous comprenez que tout ça peut instiller une sorte de doute dans l'opinion publique, parce qu'on a beaucoup parlé d'union nationale, mais le spectacle que donnent les socialistes depuis quelques jours, c'est qu'au fond, ils n'arrivent pas à faire l'unité en leur propre sein. Je suis le membre d'un vieux parti qui a plus d'un siècle, qui a connu des victoires et des déboires. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment difficile. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir nous éliminer, je les renvoie à la 4e circonscription du Doubs. C'est des sautillements électoraux. Les électeurs ne vont pas dans cette coalition de cette autre gauche. Ça n'a jamais existé sous la Ve. Il n'y a pas de deuxième gauche. Par contre, il y a une autre droite. Celle-là, elle s'installe. Et là, je dis attention, parce que nous sommes au pouvoir et notre job, c'est de contrer cela. Donc, tous ceux qui font des théories un peu fumeuses sur le fait que le PS est en train de s'éteindre, à cela, je leur dis que nous avons encore de beaux jours devant nous. Parce que, contrairement à ceux qui veulent nous emmener sur des comportements irresponsables, et dès demain soir, nous aurons des comportements respectueux, politiques et en responsabilité. J'imagine que demain soir, vous leur parlerez à ceux-là des sondages. Vous les avez lus comme moi, sans doute. Ils donnent 30% au Front National, 28% à l'UMP et un petit 20% au Parti Socialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les départementales vont se solder par le même résultat que les municipales et les européennes? Vous le savez très bien, aussi bien, voire mieux que moi, que les sondages, on peut les lire de différentes façons. Ce que je constate, c'est que si l'union de la gauche avait eu lieu, nous serions premiers avec 33%, devant tout le monde. Donc la gauche qui a su à un moment donné renvoyer dans les cordes le 6 mai 2012 Nicolas Sarkozy, c'est une partie de cette même gauche qui a réussi cette victoire, qui a su se rassembler, qui est en train de réinstaller la droite. Donc j'en appelle à la raison de chacun. C'est un des reproches d'ailleurs qu'on peut faire à Manuel Valls. Que fait-il pour tendre les bras d'une certaine manière à toutes ces formations de la gauche, celle qu'on appelait naguère la gauche plurielle? Pour le moment, les Verts ne souhaitent pas revenir, les fondeurs ne souhaitent pas rentrer dans le rang. Je vous rappelle qu'il a proposé dès le premier gouvernement à Cécile Duflot d'être la numéro 2 du gouvernement. Sur un portefeuille extrêmement important. C'est pas lui, c'est elle qui a décidé de descendre du bateau gouvernemental pour des raisons encore qu'il faudra qu'un jour elle nous explique, si ce n'est pas des raisons personnelles à visée présidentielle. Voilà, on avait un contrat de gouvernement. Et nous aujourd'hui, le Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, avec Manuel Valls, les chefs de la majorité, nous travaillons à faire revenir la gauche dans ce gouvernement. Et vous verrez, Laurent Neumann, la gauche se rassemblera à nouveau dans le gouvernement autour de Manuel Valls et du président de la République, François Hollande. Si on baisse, nous, les bras, alors on laissera s'installer, encore une fois, ce que nous ne voulons pas voir revenir au pouvoir, la stigmatisation de la société, la casse du service public. Enfin, voilà, il faut savoir, à un moment donné, se ressaisir. Moi, j'aimerais entendre une partie de la gauche dire bravo à ce que fait le gouvernement sur les 5 milliards d'euros pour le projet national de renouvellement urbain. Ça a du sens pour nos villes. J'aimerais entendre un peu plus la gauche critiquer les propositions de la droite. Aujourd'hui, nos concitoyens entendent la gauche uniquement se tirer une balle elle-même dans le pied. Pardon, j'ai pas envie de participer à ça. Alors justement, vous parlez de rénovation urbaine, des territoires, etc. Vous savez qu'il y a un certain nombre de maires de banlieue, vous êtes maire d'Alfortville, qui contestent le DALO, le droit au logement opposable. Ils disent que cette loi, d'une certaine manière, ajoute de la misère à la misère, qu'au fond, ça nuit même au principe recherché, c'est-à-dire celui de
de la mixité sociale. C'est votre avis aussi? Oui, ça doit être les mêmes maires qui ont stoppé les permis de construire de logements sociaux une fois qu'ils ont été élus. Vous savez, en Ile-de-France... Donc ça veut dire que là aussi c'est une posture. La loi, bien sûr, en Ile-de-France, la loi Dallot, elle n'est pas appliquée dans 350 communes parce que les 350 communes ne fonctionnent pas avec la loi SRU. Moi, je suis le maire, encore une fois, d'Alfortville. J'ai 38% de logements sociaux. Je prends du Dallot. C'est ma responsabilité de prendre les gens qui ont besoin de Dallot. Et cela veut dire quoi? De faire en sorte de toujours accueillir les mêmes populations dans les mêmes villes pour les mêmes quartiers. Et Sylvia Pinel, la ministre du Logement, a complètement raison de voir rabattre toutes les cartes sur la table. Et elle a raison de réfléchir à avoir des mesures coercitives vis-à-vis de ces maires qui jouent pas le jeu. Moi, je vois en Ile-de-France, sur la posture de la campagne régionale, les maires bâtisseurs de l'UMP, de qui se moque-t-on? Ils sont encore une fois les premiers à avoir envoyé au panier toutes les constructions de logements neufs, de logements sociaux. Il y a un autre sujet polémique aujourd'hui qui d'ailleurs vous adresse d'une certaine façon une forme de question, c'est la polémique sur les émoluments du directeur général de Sanofi. 4 millions de Golden Hello, de chèques de bienvenue au fond. Pour la bienvenue, c'est un joli message de bienvenue parce que généralement on vous donne une prime quand vous avez fait une démonstration de ce que vous valez. Moi je trouve ça assez indécent parce qu'il y a un site Sisteron de Sanofi où les salariés sont en grève depuis 4 semaines pour une prime de 120 €. Oui, mais moi je me souviens que le candidat il y a le nouveau patron de Sanofi qui arrive avec une prime de bienvenue. C'est vrai, mais moi je me souviens que lors de la campagne électorale, votre candidat François Hollande avait évoqué cette fameuse taxe à 75% sur les hauts salaires au-dessus d'1 million d'euros. Ce qu'on peut constater, c'est la moindre des choses, c'est que ça ne marche pas, qu'on continue aujourd'hui à avoir des salaires excessifs, dirons-nous. Aujourd'hui, preuve est faite qu'il y a un problème, en tous les cas, avec ce haut patron. Et je renvoie aussi au débat qu'on aura demain sur la loi pour la croissance et pour l'activité. Nous encadrions les retraites chapeau. Merci Luc Carvounas d'avoir été notre invité ce soir. Vous restez avec nous évidemment. Dans quelques instants, le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face, Laurent Geoffrin et Ludovic Vigogne.